D'où on va parler donc l'introduction, effectivement les buts, et pourquoi la méthode du simplex. Après, pour vous expliquer cette méthode, je vais passer par un exercice que l'on peut résoudre de manière graphique. Donc, je vous rappellerai rapidement, mais ça vous l'avez déjà fait, la résolution graphique d'une programmation linéaire. Et à partir de cet exemple, cette résolution graphique me permettra de vous indiquer un certain nombre de notions qui sont nécessaires à la mise en place du simplex. Donc, le cours va être fait en deux parties. La première partie, on s'arrêtera donc sur la mise en place du premier tableau, sachant après, vous allez voir, on va faire des itérations, c'est un algorithme, on va aller explorer un certain nombre de sommets, chaque sommet va être associé à un tableau, donc on mettra en place le premier tableau et dans la deuxième partie, on verra comment effectivement on transforme ces tableaux et comment on arrive à la solution recherchée. D'où pour l'introduction à la problématique. Donc c'est ce que je vous disais, la méthode du simplex, parce que j'ai eu une question sur le forum. Faites attention, on ne mélange pas tout. Il y a la programmation linéaire, et dans la programmation linéaire, on va résoudre des problèmes. On pourra le faire de deux manières. Donc la méthode du simplex, c'est une des méthodes de résolution des programmes dits linéaires. Donc je vous fais un petit rappel. Obligatoirement un programme linéaire, vous allez le voir tout à l'heure sur l'exemple. On a un énoncé. Si cet énoncé peut être résolu par ce qu'on appelle de la programmation linéaire, on va traduire l'énoncé sous une forme mathématique que l'on appelle la forme canonique. Et après, on passe à la phase de résolution. Si, alors le PL, ça veut dire programmation linéaire, ne dépend que de deux variables, on va voir qu'on peut faire une résolution graphique. Et c'est uniquement, et c'est là que va intervenir la fameuse méthode du simplex, si la programmation linéaire dépend de plus de deux variables principales, la résolution graphique étant impossible, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut effectivement trouver une autre manière de résoudre le problème, et si ce n'est pas une résolution dite graphique, obligatoirement c'est ce qu'on appelle une méthode algébrique. Et cette méthode, elle s'appelle la méthode du simplex, et la personne, ou alors on dit l'algorithme ou la méthode de Dantzig, étant le mathématicien qui effectivement a mis en place cette méthodologie de résolution des programmes linéaires, quel qu'en soit le nombre de contraintes, le nombre de variables principales. Alors, toujours pareil, je crois que le plus simple, c'est de travailler sur un exercice concret. Donc effectivement, je vais travailler sur un exercice que l'on peut résoudre à l'aide d'une méthode graphique, donc avec que seulement deux variables principales. À la fin, je vous montrerai ce qu'il faudra faire quand effectivement on aura un exercice où la résolution graphique étant impossible, on sera obligé de passer par la méthode du simplex. Et à la fin de mon énoncé, je vous ferai un petit récapitulatif parce que dans la présentation du simplex, je vais utiliser la résolution graphique, donc c'est-à-dire qu'on va connaître parfaitement l'énoncé, l'exercice, puisqu'on l'aura résolu de manière graphique, mais vous verrez que quand vous passerez, vous, à l'application pratique de la méthode du simplex, il y a un certain nombre d'éléments que vous avez dans ce cours, effectivement, que vous n'utiliserez plus. C'est pour expliquer un peu la démarche. D'où l'exemple support de cours, regardez l'application, son énoncé, le truc très très classique en programmation linéaire. Je vous dis une entreprise fabrique deux produits A et B, un seul type de machine est nécessaire à l'élaboration de ces deux produits. Après un peu de standard technique de fabrication, on vous dit la fabrication d'un produit A nécessite 1h30 de travail machine, 3 heures de travail main-d'œuvre. Après la fabrication d'un produit B, lui, nécessite 3 heures de travail machine, 1 heure de travail main-d'œuvre. Après, l'ensemble des coûts des productions et prix de vente, donc on vous donne un petit tableau. Donc là, regardez, donc pour chaque produit A, il est vendu donc à 41,5 € l'unité, sur lesquels il y a le coût machine, que ce soit les deux produits, il est évalué à 1,2 € l'heure. Le coût main-d'œuvre est identique pour les deux produits à 4,6 € l'heure. Et le coût de matière première, il est de 90 centimes d'euros par produit A et 1 € par produit B. D'accord ? Donc à partir de ces renseignements, on va vous donner, c'est là que vous allez voir que va apparaître les contraintes. Pour le mois, le nombre d'heures machines disponibles est limité à 2025 heures, donc on est limité, on ne pourra pas utiliser plus de 2025 heures par mois d'heures machines. Même chose, on va avoir une contrainte au niveau de
de la main-d'œuvre, là on est limité à 1950 heures, main-d'œuvre toujours dans le mois, et après il y a une contrainte liée au coût de la matière première, puisqu'on vous dit, on a un budget, en gros, le coût total mensuel pour la matière première ne doit pas dépasser 795 euros. Et donc, en plus, dernière contrainte, le marché mensuel ne peut pas absorber plus de 600 produits B, et à partir de là, voilà. Donc, exemple classique, le but de l'exercice est de déterminer le programme mensuel de fabrication de ces deux produits afin de maximiser la marge totale sur coût variable. Donc, je vous rappelle, alors là, je ne vais pas aller rentrer dans les détails. Première chose, c'est ce qu'on appelle la mise en place de la forme canonique, c'est-à-dire la traduction mathématique du problème. Et ça sera quelque chose que vous aurez toujours à faire, que ça soit après la résolution graphique ou la résolution par le simplex que vous allez utiliser. Et là, il y a effectivement, ce que j'appelle en général, il n'y a pas trop de règles de cuisine. On aura les règles de cuisine tout à l'heure, quand on fera l'application de la méthode du simplex. Mais la première partie, qui est la traduction du problème concret en éléments mathématiques, là, il faut bien lire l'énoncé. Alors, je vous rappelle en gros, donc pour la résolution graphique, d'abord on a notre fameuse forme canonique que j'appellerai grand FC, F pour forme, C pour canonique. Donc, on définit d'abord ce qu'on appelle les variables principales. Vous allez voir, le terme de variable principale que j'appelle VP est important, pas quand on fait une résolution graphique, parce que c'est uniquement les variables qui interviennent, dont on recherche les valeurs, mais ça va avoir une importance au niveau terminologie, parce que pour la méthode du simplex, il va falloir qu'on introduise de nouvelles variables, qu'on appellera tout à l'heure les variables d'écart. Donc les variables principales, c'est tout simplement les variables dont on recherche les valeurs, donc on les codifie, donc je vous propose X et Y. Le but c'est de déterminer un programme de fabrication mensuelle de deux produits cités A et B, donc ça veut bien dire X, quantité de produits A à fabriquer et vendre par mois, ainsi que Y, même chose mais pour le produit B. Après, il faut déterminer ce qu'on appelle la fonction économique, c'est-à-dire l'optimisation. Donc là, d'après l'énoncé, on vous demande de maximiser la marge totale sur coût variable, d'où cette marge totale, bien évidemment, elle va dépendre des quantités encore inconnues X et Y, et puis tout simplement maintenant, on met en place sa définition mathématique. Et regardez ce que j'ai appelé petit ma et petit mb, on va dire en gros, c'est la marge globale associée à la vente des produits A dans le mois, donc X quantité multiplié MA, ce qui est tout simplement la marge unitaire sur coût variable du produit A. Même chose ici, auquel j'ajoute la marge associée à la vente de mes Y produits B, donc il me faut la marge unitaire du produit B. Donc ça, bien évidemment, on reprend les données, vous savez mieux que moi comment se calcule une marge sur coût variable. C'est le prix de vente moins l'ensemble des coûts de production unitaires qui rentrent en jeu. Donc là, regardez, je vous ai mis le détail ici. Donc on les calcule, on ne les avait pas directement. Vous pourrez avoir des exercices où on vous aurait donné directement les marges unitaires sur coût variable de chaque produit. Donc là, prix de vente 41,5. Et ce qu'il y a dans mon crochet, c'est l'ensemble des coûts qui rentrent en jeu. Donc là, si mes souvenirs sont bons, le 1,2 qu'on retrouve là. Hop. Qu'est-ce qui s'est passé là? Les 1,2, c'est le coût horaire machine, atelier, donc là j'ai 1,5 heures pour le produit A, donc ça me donne le coût machine, plus ici le coût main d'œuvre, donc le coût main d'œuvre, il y a 3 heures de main d'œuvre à 4,6 € l'heure, et là c'était le coût matière première. Donc on fait le calcul, on trouve que finalement, la vente de chaque produit A procure une marge unitaire sur coût variable de 25 €, on fait le même style de calcul pour la marge unitaire du produit B, on trouve 20 €. Et donc finalement, regardez, ma fonction économique, comme bien évidemment je cherche à maximiser la marge, donc je cherche à maximiser l'expression 25x plus 20y. D'accord? Donc petite remarque intermédiaire, ça, l'expression est tellement simple, un nombre fois x plus un autre nombre fois y, c'est ce que l'on appelle une combinaison linéaire, d'où le terme linéaire. Alors sachez, faites attention, qu'il existe ce que l'on appelle de la programmation non linéaire. Ça serait par exemple la fonction économique qui pourrait être 25x au carré plus 20 exponentielle de y, etc. Donc ça existe, la programmation non linéaire. Du reste, si sur Excel, il existe un petit logiciel qui s'appelle Solver, et dans lequel vous pouvez rentrer la forme canonique, c'est-à-dire que, mais
et qui vous fait les résultats par programmation linéaire ou non linéaire. Hein. Donc le linéaire vient du fait que là, on a effectivement une expression qui s'écrit de manière très simple, AX plus BY. Après les contraintes, bon, hein, on les avait vues dans l'énoncé, il y en a 4 contraintes, une que j'appelle main-d'œuvre, donc en gros, hein, j'ai été reprendre tous les éléments du tableau, on me dit dans le mois au maximum 1950 heures main-d'œuvre. Pourquoi 3X plus Y? Eh bien le premier terme, ça représente, pour chaque produit A, il y a besoin de 3 heures main-d'œuvre, hein, et 1 heure de main-d'œuvre pour chaque produit B, donc 3X plus Y représente la quantité hein, d'heures main-d'œuvre nécessaires pour mon programme XY. Bon, la même chose, je retrouve les autres contraintes, hein, donc ça vous avez vu déjà, donc il y a la contrainte machine, la contrainte matière première et coût matière première et la contrainte marché. Donc là, regardez, ça dépend essentiellement hein, de la variable Y. Là, le produit A n'intervient pas dans cette dernière contrainte. Ça y est, on a tout traduit et donc on arrive à la fameuse forme canonique. Donc ma forme canonique, hein, c'est toujours donc de manière très très générale. Là, on n'a que 2 variables, mais on pourrait en avoir 3, 4, 5, etc. Après, ces variables numériques sont liées à un système d'inéquations. Toujours pareil, elles aussi sont de type linéaire. Regardez les premiers termes des inéquations, c'est encore un nombre fois x plus un autre nombre fois y. Si c'était plus compliqué, eh bien à ce moment-là, on serait dans le cadre de la programmation dite non linéaire et dont la résolution se fait avec des éléments mathématiques beaucoup plus costauds. Hein. On a des fonctions à plusieurs variables, il faut faire les dérivées partielles, etc. Bon, hein. Tandis que nous, le fait que ça soit linéaire, on va travailler uniquement avec des systèmes d'équations ou d'inéquations linéaires et ça va simplifier hein, la résolution. Donc là, je vous ai mis. Alors maintenant, pour effectivement vous expliquer rapidement, comme il y a 2 variables principales, ça vous l'avez vu, on peut passer par une résolution graphique. Hein. Cette résolution graphique, hein, j'aurais dû mettre les droites, à chacune des contraintes, on va associer une droite. Donc pour la main-d'œuvre, pour moi, ça sera la droite D1. Pour la machine, la droite D2. Pour la contrainte coût matière première, la droite D3. Et pour le marché B, la droite D4. Il suffit, les équations de ces différentes droites, et bien à la place des inéquations inférieures ou égales, on va effectivement mettre des égalités. Alors on trace, on obtient le graphique suivant, hein, d'où on a tracé donc dans le plan le quart de plan supérieur droit, puisqu'on a éliminé ce qu'il y a en dessous de l'axe des X qui correspondrait à Y négatif. Or, X et Y étant des quantités, ne doivent prendre que des valeurs positives ou nulles. Même chose, on a éliminé hein, de mon plan la partie ici, hein, à gauche de l'axe vertical, parce que ça correspond aux valeurs de X négatives. Après, on a tracé dans le plan, en choisissant judicieusement sur les 2 axes hein, les échelles, nos 4 droites. On a résolu nos inéquations, comme elles sont toutes de type inférieur ou égal. Effectivement, l'origine est toujours solution de ces inéquations. Et donc, effectivement, hein, ce que vous voyez ici en bleu, c'est ce qu'on appelle le fameux domaine faisable, c'est-à-dire hein, l'ensemble des solutions hein, de mon système des contraintes. Hein, et qui est délimité obligatoirement par ce qu'on appelle un polygone. Et pour bien définir ce polygone, il y a ces sommets, ces points, hein, que l'on appelle les sommets du domaine faisable. Et donc ici, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 que j'ai noté donc de O. On a gardé pour l'origine et puis les autres de A jusqu'à E. À ce moment-là, hein, je ne vous refais pas toute la démonstration, hein, ou bien on passe par la méthode de la droite objectif, ou alors on passe par moi ce que j'appelle la méthode énumérative, c'est-à-dire on sait grâce à un théorème, alors là pour la démonstration, parce que c'est valable ce théorème, que ça soit avec 2 variables, donc dans un espace à 2 dimensions, avec 3 variables principales dans un espace à 3 dimensions, ou dans un espace à n dimensions, on démontre que vu que toutes les contraintes sont de type linéaire, et que la fonction économique elle aussi est une combinaison linéaire, obligatoirement d'abord le domaine faisable, c'est ce qu'on appelle un domaine dit convexe et qui va être délimité par des sommets. Et obligatoirement, le maximum ou même le minimum hein, est obtenu obligatoirement par un des sommets. Donc en gros, on sait que la solution recherchée, c'est un des sommets ici du domaine faisable. Donc là, on l'a, hein, vu qu'on a 2 variables principales, on sait que c'est un de ces 6 points. Alors, comme je disais tout à l'heure, ou bien la droite objectif, ou alors méthode énumérative, c'est-à-dire que les sommets, regardez, ils ne sont pas n'importe où, ils sont à l'intersection de 2 droites. Les équations des droites, on les connaît parfaitement, donc on calcule les coordonnées de chacun de ces sommets en faisant la résolution d'un petit système de 2 équations à 2 inconnues. À partir de là, on calcule la valeur de la fonction économique pour chacun de ces sommets.
Donc on va trouver, le point A va représenter un certain programme de production, le point B aussi. Donc à chacun de ces points, on peut associer la marge. Comme on cherche la marge maximum, on compare les nombres, et on trouve là, on sélectionne la plus grande. Si c'est un maximum, c'est un minimum, la plus petite. Et donc là, on montre que le sommet solution, c'est le sommet D ici, de coordonnées x égale 550, y égale 300. Donc tout à l'heure, on verra l'interprétation concrète à partir des éléments du simplex. Donc on va partir sur cet exemple-là. Et maintenant, on va voir effectivement, là je connais parfaitement mon exemple parce que j'ai pu le résoudre de manière graphique, mais on va voir si j'avais 3 variables principales. Les droites, à ce moment-là, il faudrait que je me situe dans un espace à 3 dimensions. Les droites, ça devient des équations de plan. Et à ce moment-là, on montre que le domaine faisable, ce n'est plus une surface. Ça, c'est encore après, un peu appréhendé. Ce serait, sauf que là, c'est pas... ce serait un volume. Regardez par exemple ici, voyez, mais un volume à facettes planes. C'est pas des sphères. Et les sommets, ils sont là. Donc, vous voyez, les sommets là, un plan, 2 plans, 3 plans. Là, vous voyez, j'ai 2 variables principales. Vous verrez tout à l'heure, on en reparlera. 2 variables principales, chaque sommet est à l'intersection de droites. Quand on aura 3 variables principales, chaque sommet sera à l'intersection de 3 plans. Et on verra aussi tout à l'heure, là, en graphique, quand un sommet est à l'intersection de 2 droites, on dit que le sommet va saturer les contraintes associées à ces 2 droites. Donc, quand on aura 2 variables, chaque sommet sature 2 contraintes. Vous allez voir, ça va être très important tout à l'heure. Si j'ai 3 variables principales, chaque sommet va saturer 3 contraintes, etc. Donc maintenant, l'idée, alors nous on va voir, je connais parfaitement mon exemple. On va mettre en place en disant, mais quand il y aura 3 variables principales, 4 variables, on ne pourra plus faire ce graphique. Donc on est totalement bloqué. Donc il faut montrer, trouver une autre méthode de résolution, une méthode algébrique.